La semence est une composante déterminante dans la productivité agricole. Les experts ivoiriens et français en ont parlé lors du Sahara qui se déroule actuellement ici à Abidjan. Nous allons aussi parler d'agriculture dans cette édition, nous rendant en Éthiopie, qui est le seul pays au monde où le café pousse à l'état sauvage. Il est récolté et exporté en Italie. Cela fait un an que l'Est de l'Ukraine est en guerre, même si un cessez-le-feu est actuellement respecté. Des militants pro-russes se sont emparés de Donetsk et de Lugansk. La rébellion contre Kiev a fait plus de 6000 morts. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Un conseil des ministres se tient ce mercredi au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs questions sont débattues pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et vous voyez là à l'instant le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le président de la République Alassane Ouattara. Le reportage complet de Jérôme Kofi à Bolinch à 20h. Ce télégramme de la présidence de la République avant de poursuivre cette édition après l'élection présidentielle au Nigeria, dont le déroulement a été unanimement salué, qui a marqué le triomphe de la démocratie dans votre pays. Je voudrais vous rendre hommage pour vos grandes qualités d'homme d'État, pour votre courage politique. Elles ont permis d'écrire une page qui restera à jamais gravée dans l'histoire du grand peuple du Nigeria. Je salue tout particulièrement le rôle déterminant que vous avez joué pendant ce processus électoral et au thème de l'élection qui a permis à votre pays de montrer à l'Afrique et au monde entier qu'une alternance démocratique et paisible est possible sur notre continent, le continent africain. Je forme des vœux de santé et de bonheur pour votre excellence et des succès continus dans les défis que vous déciderez de relever. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan Sahara 2015 se poursuit. Quelle couverture médicale pour ce rendez-vous qui enregistre plusieurs centaines d'exposants et près de 500 000 visiteurs. La tâche a été confiée au SAMU, le service d'aide médicale d'urgence, qui a déployé sur le site de l'événement 2 équipes. Témoin Juliette Ouya pour RTI. La santé également prioritaire au Salon de l'agriculture et des ressources animales 2015. Déjà, lorsque les visiteurs foulent le site de Port-Boué, les hôtesses du Sahara 2015 leur conseillent le lavage des mains au gel hydroalcoolique. Prévention de la fièvre Ebola oblige. 2 équipes médicales avec chacune à sa tête, un médecin du service d'aide médicale d'urgence, ont en charge l'assistance préhospitalière, notamment les victimes d'accidents ou d'affections soudaines. Et c'est surtout la journée de samedi où il y a eu quand même des cas de gastro-entérite, voilà, dû certainement à une intoxication alimentaire. Et ce sont les jeunes filles hôtesses là, qui étaient les victimes. Il y a eu environ 12 cas. Donc c'est ce qu'on a pu gérer jusque-là. Ces équipes médicales sillonnent le site du Sahara 2015 de 8h à 19h30. Elles sont aidées par 10 éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. 2 ambulances permettent de transporter les malades jusqu'à l'infirmerie aménagée pour la circonstance. Les véhicules du SAMU sont équipés d'un matériel d'urgence et de réanimation, notamment un moniteur, une bouteille d'oxygène et autres produits pharmaceutiques. Pour les cas sérieux, il s'agit de les emmener urgemment dans le centre de santé le plus proche.
Le financement de l'agriculture lors du Sahara, il en est question depuis l'ouverture du salon. 3 principaux acteurs sont impliqués, l'État, la banque et le secteur agricole. Victorien Angwa nous situe sur les responsabilités de chaque partie pour aboutir à un développement plus poussé du secteur agricole. Le financement de l'agriculture comporte 3 volets. Le financement des infrastructures lourdes qui est du ressort de la puissance publique, le financement de l'exploitation agricole qui est l'affaire du crédit agricole et le financement des services agricoles qui permet de fournir des services de recherche, de conseil, de formation aux producteurs et à leur organisation professionnelle. La question du financement des services agricoles demeure le nœud. Le crédit doit être structuré, le crédit doit être organisé, il y a des problèmes de taux d'intérêt, il y a des problèmes de garantie, etc. Mais c'est la profession bancaire, l'État et tous les acteurs qui doivent pouvoir trouver donc des solutions. Le financement relève à la base du métier de la banque. Un exercice plus aisé pour le banquier dans le cadre du négoce où il a affaire à des opérateurs mieux structurés et plus solides. Les banques estiment que l'agriculture est le secteur pourvoyeur de devises. Or, les paysans sont nombreux à évoluer hors secteur bancaire. Pour ce qui concerne que la campagne café-cacao, en 2013, il y a eu environ 1900 milliards qui ont été distribués. Il n'y a pas, après distribution, plus de 5% qui reviennent dans le circuit formel. Donc pour les banques, en fait, pour tout ce qui concerne en fait, des initiatives d'approche vis-à-vis du monde paysan, nous sommes partants parce que par derrière, ça nous permet en fait d'améliorer le taux de bancarisation de ces populations-là, afin qu'on puisse, les avoir dans notre système comme clients, collecter leurs dépôts et puis également augmenter notre capacité de transformation. Les États se sont engagés à Maputo à consacrer 10% de leur budget annuel au secteur agricole. En Côte d'Ivoire, l'agriculture représente 22% du produit intérieur brut et la part accordée au secteur est inférieure à 5%. En dehors du secteur de l'EVA, la banque est presque absente en amont. Nous avons négocié avec les partenaires techniques et financiers pour mettre en place des mécanismes transitoires qui leur permettent de pouvoir avoir des financements, mais avec un mode de reconstitution des intrants qui leur sont donnés. De façon durable, c'est d'avoir un fonds qui va permettre de financer directement les petites exploitations. Et nous avons pu obtenir ce fonds. L'État ivoirien a ouvert la voie depuis 1960 en opérant le choix de faire de l'agriculture sa priorité. La gestion des sociétés agricoles a certes été décriée, mais la vision était bonne et les leviers demeurent. Il faut simplement améliorer l'environnement. Dans tous les pays, c'est l'État qui ouvre la voie. C'est l'État qui crée le cadre. Et dès lors que des solutions seront apportées en fait, à l'adressage de ce point, il n'y a pas de raison que les banques ne prennent pas d'initiative en fait, pour accompagner ces structures-là. Elles le font déjà, mais de façon très marginale dans le secteur de l'EVA. Le Maroc est un exemple de réussite. Ce pays consacre déjà 15% de son budget à son agriculture. L'État doit être présent, l'État doit aider les petits agriculteurs et faire de manière à ce que les filières et les marchés soient organisés. L'État doit jouer un rôle de facilitateur en mettant la banque au cœur du processus. Entre autres mesures, la sécurisation du foncier rural, l'immatriculation des acteurs, une fiabilisation de la forme juridique des coopératives. La dernière loi sur les sociétés coopératives constitue un pas significatif. Hier mardi, les visiteurs du Salon de l'agriculture et des ressources animales ont été sensibilisés à la protection de l'environnement, une initiative de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Juliette Ouya. La 3e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales a été l'occasion pour l'Office ivoirien des parcs et réserves de sensibiliser les visiteurs à la protection de l'environnement. Sur leur stand, les agents de l'OIPR invitent les populations à s'impliquer fortement dans le respect de l'environnement. Amélioration du cadre de vie, salubrité, abattage des arbres et animaux, feux de brousse, autant de sujets au menu de la sensibilisation. L'Office ivoirien des parcs et réserves a un réseau de 8 parcs nationaux, 6 réserves naturelles réparties sur l'ensemble du territoire national. Il faut dire que ces parcs sont en train d'être aménagés actuellement pour booster l'écotourisme, mais aussi pour être préservés et servir dans le cadre du développement de l'agriculture
Il faut noter que ces aires protégées favorisent une certaine pluviométrie, propice donc à l'agriculture. Des prospectus et autres gadgets sont distribués gratuitement aux visiteurs. Un geste symbolique pour les emmener à contribuer aux efforts du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Nous vous le disions dans nos titres, la semence est une composante déterminante dans la productivité agricole. Les experts ivoiriens et français en ont parlé lors du Sahara qui se déroule actuellement ici à Abidjan. Témoin pour RTI 1, Noël Niagno. Les semences, elles pèsent pour 30 à 40% dans la productivité agricole. Selon la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Mais attention, une exigence est à observer. Les semences doivent être de qualité. D'abord, la semence qui germe, c'est un aspect important. Et la semence qui est pure, qui n'est pas mélangée, exemple de maladie. Comment produire des semences de qualité? Question centrale de la rencontre entre experts ivoiriens, français et de la sous-région. Premier exercice, un regard dans le rétroviseur pour mieux baliser les actions à poser. Depuis les années 80, quand il y a eu l'ajustement structurel, le pays s'est retiré de la production de semences au profit du privé. Mais le privé n'a pas suivi, tout simplement parce que nos cultures, telles que le riz, l'igname, le manioc, la banane plantain, etc., c'est des cultures dont les semences sont difficiles à gérer par le privé. Fort de ce constat, les experts ivoiriens et français ont décliné des pistes de solutions. Il faut appuyer véritablement la production de semences aux chercheurs. Donnons les moyens aux chercheurs qui vont nous sortir les meilleures semences. Je prends l'exemple du palmier à huile, je prends l'exemple du café cacao. Si vous prenez un sol, mettons en Côte d'Ivoire, que vous faites du cacao, vous allez appauvrir ce sol. Donc en Europe, nous revenons maintenant à une agriculture raisonnée avec des rotations de cultures. Et c'est ce genre de démarche qu'on veut promouvoir auprès de l'Afrique, indépendamment de ce qu'on peut apporter en matière de renouveau de semences. Et pour la région d'Abidjan, nous commençons à commercialiser des semences de poivrons, de tout ce qui est solanacées, poivrons, tomates, aubergines, mais qui ont la résistance au flétrissement bactérien, qui est un gros problème sur le sud forestier de la Côte d'Ivoire. C'est la conjugaison de ces dispositions qui vont favoriser l'avènement d'une filière sémencière porteuse d'espoir pour l'économie agricole ivoirienne, voire de la sous-région. Le salon de l'agriculture des ressources animales d'Abidjan se poursuit. Des panels sont prévus ce mercredi sur la production et la commercialisation des produits agricoles. Le secteur des œufs forêt également à l'honneur ce jour. Ce communiqué de la police nationale, et nous allons poursuivre cette édition. Le salon de l'agriculture des ressources animales Sahara se tient ici à Abidjan depuis le 3 et ce jusqu'au 15 avril 2015 sur le site du parc des expositions situé entre le monument Akwaba et l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. À cette occasion, pour des raisons de sécurité et de fluidité routière et aussi pour faciliter l'accès au site du salon et à l'aéroport, le directeur général de la police nationale invite les populations à observer la mesure suivante. Restriction de la circulation de la voie allant de l'aéroport vers le monument Akwaba. La circulation n'est permise que sur la voie de gauche, c'est-à-dire celle allant de la statue Akwaba jusqu'à l'aéroport. Cette voie sera à double sens, permettant ainsi aux usagers venant de l'aéroport de circuler en direction du centre-ville. Le directeur général de la police nationale demande par conséquent aux populations de se conformer à cette mesure et de faire preuve de civisme pour éviter tout désagrément. Nous allons continuer de parler d'agriculture en nous rendant en Éthiopie. L'Éthiopie qui est le seul pays au monde où le café pousse à l'état sauvage et il est récolté et exporté en Italie. L'Éthiopie, le seul pays au monde où le café pousse à l'état sauvage. Ici, dans la forêt Arena, l'une des plus grandes du pays, à 350 km au sud de la capitale Addis Abeba,
Le café arabica pousse à l'ombre des grands arbres, à environ 1800 mètres d'altitude. Et les graines ne nourrissent pas que les babouins, elles font aussi vivre les fermiers locaux. La forêt est vitale pour notre survie, parce que le café nous apporte beaucoup. Si nous coupons les arbres et nous plantons le café n'importe où, alors il aura une durée de vie très limitée. Le café qui pousse sous les arbres de la jungle sera là pour toujours. Voilà pourquoi il est si important pour nous. Le café est la principale culture d'exportation de l'Éthiopie, mais les agriculteurs travaillent ici à très petite échelle. Les caféiers sauvages ont un rendement plus faible que leurs cousins cultivés commercialement, et leurs fèves doivent être séchées lentement au soleil plutôt que lavées en utilisant des méthodes industrielles. Mais très logiquement, ce café qui aide à protéger les forêts intéresse fortement les acheteurs éthiques, comme le mouvement Slow Food italien. Nous ne parlons pas seulement de café, nous parlons de la nature. Et soutenir ces petits producteurs, c'est aussi soutenir tout l'écosystème, cette tradition, ce mode de vie et le développement durable. C'est ça le plus important parce que c'est la deuxième plus grande forêt du pays. Slow Food met en relation les agriculteurs et leurs coopératives locales directement avec des torréfacteurs en Italie pour éviter les commissions que prendraient des intermédiaires. Cette année, un conteneur entier de café sauvage est envoyé en Italie. C'est la plus grande expédition jamais vue. Je pense que ce café a une très bonne acidité, son arôme est fleuri. Il est différent des autres parce qu'il est sauvage et aussi grâce à l'altitude parce que nous sommes très haut ici. Les forêts où pousse le café sauvage sont rares dans le pays et la menace de déforestation reste forte. Les producteurs locaux espèrent que la vente de leur café permettra de protéger les forêts et pérenniser leur production. Les éleveurs unis du Denguélé ont reconduit Touré Ladji à la tête de leur association. Il va défendre leurs intérêts et œuvrer pour la cohésion entre agriculteurs et éleveurs. Thérèse Tapeyoboué. Créée en 2010, l'association des éleveurs unis du Denguélé compte 13 sections, notamment à Tienko, Odiéné, Tiémé, Madinani, Goulia, Seydougou, Samatigila. Ladji Touré est le président de l'association. Il a promis de travailler à l'union des éleveurs pour booster la professionnalisation du métier d'éleveur dans le Denguélé. Il a promis également d'apporter des réponses à tous les maux qui minent ce secteur, le racket, le vol des bétails. Le sous-préfet d'Odiéné, Serge Rodrigue Zago, a invité les éleveurs à l'union et à la solidarité pour mettre fin aux nombreux conflits opposant agriculteurs et éleveurs. Il a appelé les éleveurs à se mettre en règle vis-à-vis de l'administration et à construire des parcs pour éviter la divagation des animaux, cause de destruction des cultures. 109 militaires décorés à la 3e région militaire de Bouaké. Ils ont été honorés pour services rendus à la nation. Les récipiendaires promettent de rester de dignes militaires, redoubler d'ardeur au travail. Walter Amadou Ouattara, Abdul Kader Segodogo, RTI Bouaké. Cérémonie de décoration à la 3e région militaire de Bouaké. 109 éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire reçoivent leurs distinctions, respectivement dans le grade de chevalier de l'ordre national, dans le grade de l'ordre du mérite ivoirien et pour la médaille des forces armées. Ces récipiendaires sont honorés pour services rendus à la nation. Au nom du général de corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de brigade Touré Sekou, chef d'état-major général adjoint, chargé des opérations, transmet aux distingués la reconnaissance de la haute hiérarchie de la Grande Muette. Sous-officiers, militaires du rang qui n'ont pu être décorés aujourd'hui, de ne pas se décourager, mais de redoubler d'efforts pour se retrouver l'année prochaine sur la liste des récipiendaires. Les récipiendaires promettent de rester de dignes militaires et redoubler d'ardeur au travail. Au nom des récipiendaires, vous témoignez notre infinie gratitude. Nous en sommes très honorés. Me tournant vers vous, chers récipiendaires, je tiens à vous dire que cette décoration symbolise la reconnaissance officielle de nos mérites par la haute hiérarchie militaire. Cela dit, je vous exhorte à porter vos médailles avec beaucoup de fierté et d'humilité. Faites en sorte d'être des modèles.
Un défilé militaire au son de la musique des forces républicaines de Côte d'Ivoire a ponctué cette cérémonie de décoration. À l'instar des chrétiens et de tout le pays baoulé, les populations de Koumian-Kwassikro ont célébré la Pâque 2015. C'était le week-end dernier. Cette célébration a été marquée par l'anniversaire de l'installation de leur chef de village, à l'inauguration du marché du village et la pose de la première pierre de l'école primaire du village. Koumian-Kwassikro dans le département de Dimbokro au rythme de la fête de Pâques. Les populations de cette localité sont venues de toutes les régions du pays. Plus qu'une tradition en pays baoulé, la célébration de la Pâques, un moment de retrouvailles mais aussi un rendez-vous pour aborder les questions de développement. Grâce à l'engagement de ses fils et filles, Koumian-Kwassikro dispose désormais d'un marché qui a été inauguré. Et bientôt une école primaire verra le jour. Des actions sociales pour le bonheur des populations. Comme on les appelle au village, il faut pouvoir créer quelque chose, il faut pouvoir initier des actions qui peuvent les amener au village. Cette école sera vite bâtie, les enfants iront à l'école, les enfants seront de hauts cadres de demain pour le développement. La célébration de la fête de Pâques dans le village de Koumian-Kwassikro a aussi été marquée par l'anniversaire de l'intronisation de son chef Nana Kwaku Ier. Comment améliorer l'accès à l'éducation dans l'ouest de la Côte d'Ivoire? Le sujet préoccupe les organisations internationales intervenant dans cette partie du pays. Un projet baptisé Appui à l'éducation vient d'être lancé à Touba pour permettre à plus de 10 000 enfants déscolarisés ou non de reprendre le chemin de l'école. La suite avec Chantal Eouman à Kadan. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, il n'est pas rare de voir des enfants en âge d'être scolarisés, livrés à eux-mêmes sans instruction. Le manque de moyens financiers des parents et les pesanteurs ethniques en sont les principales causes. Par rapport au mariage précoce, on ne donne pas la chance à la fille d'aller à l'école dans le Bafing. Et nous souhaitons que la petite fille aille à l'école. Il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis aussi bien par l'État que par les ONG. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas assez d'élèves dans nos écoles, dans nos classes. C'est le combat que nous menons au quotidien pour que les parents envoient tous les enfants à l'école. À travers le projet intitulé « Épargner pour l'école », l'ONG internationale IRC veut appuyer les initiatives économiques des femmes dans la prise en charge des enfants déscolarisés ou pas du tout scolarisés. Avec ce projet, ces tout-petits pourront rejoindre l'école. On va inciter au fait les mamans à des associations villageoises d'épargne de crédit. Et donc, toutes les semaines, elles investissent donc, une part. Et à un certain moment, ils peuvent aussi prendre crédit. Et ces crédits doivent leur permettre au fait de créer une activité génératrice de revenus, de pouvoir scolariser leurs enfants. La mise en œuvre du projet dans les régions du Guémon et du Bafing va permettre à 10 466 enfants de retrouver le chemin de l'école. 16 nouvelles écoles primaires seront également construites dans les localités concernées. Cette approche innovante de IRC est déjà mise en œuvre dans la région du Guémon. À Bangolo, avec la guerre, beaucoup d'écoles ont été détruites. Donc il y avait des écoles qui étaient fermées et il n'y avait pas de structure. Et avec l'IRC, ils ont créé des écoles communautaires, ils ont apporté du matériel. Le lancement officiel à Touba marque l'exécution du projet dans la région du Bafing. Au total, 112 communautés villageoises seront touchées. Vous vous rappelez certainement la famille de l'élève Somené Hippolyte en classe de 4e décédé lors des troubles dans le milieu scolaire a reçu la visite de la ministre de l'Éducation nationale. En retour, la famille de l'élève Somené Hippolyte est allée dire merci à la ministre Kandia Kamara. Parti témoigner il y a un peu plus d'une semaine la compassion et toute la solidarité du gouvernement aux parents Somené lors du rappel à Dieu de leur fils Hippolyte. Aujourd'hui, ce sont les parents du défunt qui sont venus dire merci à la ministre Kandia Kamara. Hippolyte Junior Somené, élève en classe de 4e, on se souvient, a été mortellement poignardé par un autre élève juste parce qu'il avait refusé de suivre un mouvement de grève. Pour la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, il ne faut plus qu'un tel acte se reproduise. Nous disons aux syndicats
on vous a bien compris. Quelles que soient les difficultés, on doit tout faire pour maintenir la cohésion. Plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Puis, après avoir évoqué les récents troubles qui ont paralysé l'école, Kandia Camara assure que le Conseil consultatif de l'éducation nationale s'active pour asseoir les piliers d'un système éducatif solide. L'organisation non gouvernementale Djekawili a présenté les résultats de ses recherches sur les violences faites aux enfants dans la commune de Bouaké. 872 cas de violation des droits des enfants ont été enregistrés dans cette commune. Abdul Kader Segodogo, RTI Bouaké. Plus de 800 cas de violation des droits des enfants sont enregistrés dans la commune de Bouaké. C'est le résultat porté à la connaissance des différentes autorités de la commune. Une étude de l'ONG Djekawili. Cela au cours de la rencontre de présentation des résultats de la collecte et d'échange sur les violations des droits des enfants dans la capitale de la région de Bouaké. Pour les initiateurs de la rencontre, les résultats portent surtout sur les sévices corporels, l'exploitation et l'abandon de domicile par les enfants. Nous demandons aux autorités réellement de nous accompagner dans la mise en œuvre de cette activité-là, de sorte à ce que ces enfants-là qui n'ont pas vraiment réellement accès à leurs droits puissent en bénéficier réellement. Les responsables religieux et coutumiers ont décidé de s'impliquer davantage dans la lutte contre la violation des droits des enfants dans la région. Pour nous, c'est notre première mission. L'ONG ne fait que nous aider. L'organisation non gouvernementale Djekawili, avec le soutien de l'ONG internationale Save the Children, œuvre pour la défense et la protection des enfants dans la région de Bouaké. Un mot de religion dans cette édition. La paroisse Saint-François d'Assise de Béboussou dans le département de Bokanda a abrité une messe d'action de grâce à l'honneur du Père Hyacinthe Ali, l'homme de Dieu, a été ordonné prêtre. Voici le reportage de Kwasi Mamadou. Une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-François d'Assise de Béboussou. Les populations de ce village du département de Bokanda expriment leur reconnaissance au Seigneur. Un des leurs a été ordonné prêtre. Le père Hyacinthe Ali Kounan a voulu partager cette grâce avec ses parents. Il a saisi l'occasion pour parler du Christ à la population, tout en les invitant à l'amour du prochain et au partage. Propos repris par le curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Béboussou, le père Cyril Kounan et le père Toussaint Yaou ont invité l'assistance à cultiver l'amour et le pardon, afin que règne la paix dans le monde. Cette ordination du père Hyacinthe Ali Kounan doit être un vecteur pour le renforcement de la cohésion entre les familles de Béboussou, composées de musulmans et de chrétiens. Sentiment de joie de se voir être mère d'un prêtre. Moi, pécheresse que je suis, le Seigneur a daigné prendre un de mes deux garçons. C'est une joie. Et aujourd'hui, je suis comblée. Cette messe d'action de grâce a vu la participation des cadres de la région qui souhaitent l'union et la solidarité pour sortir la région de la pauvreté. Le père Hyacinthe Ali Kounan est certes le premier fils de Béboussou à être ordonné prêtre, mais il en est le 18e pour la région d'Izi. Nous vous le disions dans nos titres, cela fait un an que l'Est de l'Ukraine est en guerre, même si un cessez-le-feu est actuellement respecté chez des militants pro-russes se sont emparés de Donetsk et de Lugansk. La rébellion contre Kiev a fait plus de 6000 morts. Début avril 2014, des pro-russes s'emparent de bâtiments officiels dans plusieurs villes de l'Est de l'Ukraine. Dans les jours qui suivent, ils proclament des républiques populaires à Donetsk et à Lugansk, une volonté de scission avec le reste de l'Ukraine, quelques semaines après le rattachement de la Crimée à la Russie. Ces rebelles ne reconnaissent pas les pro-occidentaux de Maïdan, arrivés au gouvernement après la chute du président Yanukovych. Pour Kiev, le responsable des troubles ne fait aucun doute, Moscou est à la manœuvre dans l'est du pays. Mi-mai, un référendum est organisé dans les zones rebelles. Sans surprise, le résultat est favorable à l'indépendance. Un vote sans valeur pour Kiev et les Occidentaux. Les séparatistes continuent à gagner du terrain, les Ukrainiens lancent péniblement une contre-offensive et reprennent le bastion de Slaviansk. Le 17 juillet, le vol MH17 est abattu par un missile. 298 morts. Le Boeing de la Malaysia Airlines survolait la zone de guerre. Choc et consternation internationale.
Autorités de Kiev et séparatistes se rejettent la responsabilité. De leur côté, Européens et Américains adoptent des sanctions sans précédent contre Moscou depuis la guerre froide. Sur le plan diplomatique, les tentatives sont difficiles. Un accord est signé à Minsk en septembre, mais le cessez-le-feu ne tient pas. Les hostilités reprennent de plus belle, notamment autour de l'aéroport de Donetsk. Nouveau sommet en février, sous la houlette de François Hollande et Angela Merkel, et nouvel accord. Ce qui n'empêche pas les séparatistes de s'emparer de la ville stratégique de Debaltseve. Depuis, la ligne de front est gelée et la trêve est globalement respectée. Mais aucune issue claire au conflit n'est en vue. Parlons maintenant de sport. L'Algérie, le Gabon ou le Ghana sera désigné pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations de football pour la CAN 2017. Ce mercredi au Caire et cela en marge de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Revenons sur ce télégramme officiel de la présidence de la République avant de mettre fin à cette édition. Télégramme destiné à son Excellence Monsieur Goodluck Ebele et Jonathan. Après l'élection présidentielle dont le déroulement a été unanimement salué et qui marque le triomphe de la démocratie dans votre pays, je voudrais vous rendre hommage pour vos grandes qualités d'homme d'État et pour votre courage politique. Elles ont permis d'écrire une page qui restera à jamais gravée dans l'histoire du grand peuple du Nigeria. Je salue tout particulièrement le rôle déterminant que vous avez joué pendant ce processus électoral et au thème de l'élection qui a permis à votre pays de montrer à l'Afrique et au monde entier qu'une alternance démocratique et paisible est possible sur notre continent. Je forme des vœux de santé et de bonheur pour votre excellence et de succès continus dans les défis que vous déciderez de relever. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.